Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de régulation biologique dans les champs. Je vous conseille de consulter un livre qui s'appelle Les auxiliaires des cultures, qui parle justement de la lutte biologique contre les ravageurs. La question centrale en fait de notre sujet, c'est est-ce qu'un champ est à l'état de climax? Je vous rappelle qu'un climax, en fait, c'est un état équilibré d'un écosystème en termes d'interaction entre le vivant et puis entre le vivant et le non-vivant. Alors, ici, je représentais un champ pour vous rappeler qu'un champ, ce n'est pas un système isolé, c'est un système qui est en interaction. Alors, ça peut être des interactions positives ou des interactions négatives. Il est en interaction avec son atmosphère, donc l'humidité, la température, mais aussi les différents vents qui vont pouvoir importer ou exporter certaines substances des champs vers les autres écosystèmes ou des écosystèmes vers les champs. On pense par exemple à quand même un système qui est fondamental dans la nature, la pollinisation, mais je pense aussi ici à toute la problématique de pesticides. Deuxième interaction potentielle, c'est l'interaction entre les champs et puis les forêts alentours, les bois alentours. Troisième interaction, c'est l'interaction entre les champs voisins, puisque aucun champ n'est isolé de ses voisins. Et puis quatrième interaction, c'est l'interaction entre les champs et puis les systèmes aquatiques et les zones humides. Bien sûr, ce qui va se trouver dans un champ peut tout à fait ruisseler dans les systèmes aquatiques environnants et inversement. Donc on va retenir la chose suivante, c'est que ce qui se passe dans un champ se passe dans son environnement proche. Un champ n'est pas un système isolé. Alors, ce schéma nous rappelle justement qu'il y a ce que l'on voit et puis il y a ce qui est en profondeur. On a donc les sols qui sont fondamentaux en fait au niveau de notre agriculture et qui sont bien entendu en interaction directe avec ce qui se passe sur la zone de surface. Un sol va être constitué de plusieurs parties. D'abord, vous avez sur la partie haute la terre fertile qui va permettre à nos organismes de pousser. Plus profondément, vous allez retrouver de l'argile et encore plus profondément de la roche-mère. Donc on a une interaction directe entre toutes ces zones du sol, interaction avec bien entendu la surface. Ce que je représentais en rouge, ce sont les racines, le système racinaire, et puis je représentais aussi des petits éléments bleus le long des racines, puisqu'en fait on va avoir une infiltration, par exemple de l'eau, tout le long des racines, au niveau de notre sol. Donc un sol qui a une structure une structure aérée va permettre de capter plus d'eau qu'un sol qui va être très fermé. Et puis j'ai représenté aussi l'interaction entre notre, nos champs et puis tous les systèmes en fait d'eau, donc d'écoulement d'eau, que ce soit en surface ou en profondeur. Et donc il y a un lien entre ce qui se passe en surface et puis bien sûr la qualité des nappes phréatiques. Et enfin le lien entre les, les, les surfaces agricoles et puis et l'atmosphère. Donc on n'a vraiment pas un système fermé, on a un système qui est en interaction à la fois avec les écosystèmes alentours et dans ces écosystèmes alentours, il ne faut pas oublier l'écosystème du sol. Donc une agriculture va au final bénéficier de la qualité de la terre, de sa structure, mais va aussi remodeler la structure de la terre et puis modifier aussi sa composition. Donc on se retrouve ici avec des interactions très fortes. Alors le sol, c'est vraiment la richesse absolue. C'est la richesse absolue qu'il faut protéger. Il faut la protéger en termes de biodiversité. C'est un sol, ne considérez pas que c'est quelque chose d'inerte, loin de là, c'est quelque chose de très très riche en termes de biodiversité. Et on a certains sols où malheureusement la biodiversité est en train de disparaître d'une manière extrêmement forte. Donc c'est un sol qui fonctionnera beaucoup moins bien.
La deuxième richesse au niveau du sol, ce sont les éléments nutritifs. Là encore, on trouve aussi certains sols où on a une richesse nutritive qui est de plus en plus faible. Et puis la troisième richesse du sol, c'est sa structure. Pensons par exemple au lien entre les inondations et la structure d'un sol. Un sol qui n'est plus capable de capter de l'eau, eh bien c'est un sol qui va au final augmenter le risque d'inondation. Donc trois grandes richesses au niveau des sols, la biodiversité, les éléments nutritifs et la structure. Et ce sont ces trois richesses qui permettent à notre agriculture d'avoir des plantes qui poussent convenablement et qui bien entendu, vont permettre de nous nourrir. Et la quatrième richesse, c'est le sol lui-même. C'est la terre en elle-même, puisqu'en fait, on a certains sols qui disparaissent. Alors, ils disparaissent comment ? Ils disparaissent du fait de l'aménagement des campagnes avec des ruissellements forts qui vont entraîner la terre, entraîner les particules de la terre dans les rivières et les ruisseaux. Et donc, on a littéralement une perte de terre. Or, la terre, ça ne se reconstruit pas comme ça du jour au lendemain. Pensons bien entendu que cette agriculture, avant de s'opposer à nos systèmes agricoles, il faut bien entendu penser aussi à l'utilité de cette agriculture. C'est une cause qui est essentielle, c'est elle qui nous nourrit, mais bien entendu, c'est une cause essentielle qui nous nourrit, mais qui doit nous nourrir encore pendant des dizaines et des centaines d'années. Donc ça doit être une agriculture durable. Et on arrive sur une grande difficulté qui est de nous fournir à manger, mais en tenant compte, bien entendu, de l'environnement et de l'impact potentiel sur l'environnement. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre l'apport en éléments nutritionnels pour nos plantes, azote, phosphore, etc., et les risques de pollution engendrés. Trouver un équilibre entre la lutte contre les ravageurs et les impacts potentiels sur les autres espèces environnantes. Et puis trouver un équilibre entre la production et la santé. La santé d'abord de l'agriculteur, et puis la santé de nos écosystèmes, mais aussi la santé des consommateurs. Donc des équilibres assez complexes à trouver, mais qu'il faut absolument trouver pour avoir une agriculture durable. Donc derrière cette problématique agricole, il y a une problématique d'amendement. Les amendements, c'est ce qu'on va apporter à un sol pour, par exemple, adapter son pH en fonction des types de cultures. Donc on va utiliser de la chaux, des engrais, des boues de stations d'épuration par exemple. On va utiliser aussi un amendement pour la structure du sol en apportant du sable, de la tourbe, de l'argile. Et puis on va apporter avoir une nécessité de fertilisant en fait, donc apporter des éléments nutritifs à notre sol pour avoir des cultures qui poussent convenablement, donc avec des engrais, des lisiers, des fumiers, du compost, etc., etc. On va en reparler. Et bien entendu, la lutte contre les ravageurs. Donc cette lutte contre les ravageurs, en fait, c'est une lutte qui est une lutte essentielle. On en reparlera dans une deuxième vidéo. Commençons par le problème de nutrition. Donc ce problème de nutrition repose sur une vie classique d'une plante. Une plante pour vivre a besoin d'eau. Donc cette eau, bien entendu, elle est essentielle. Elle a besoin de CO2 qu'elle va trouver dans l'atmosphère et donc elle va fournir en fait de la matière organique en captant du CO2 dans l'atmosphère. Elle a besoin de minéraux qu'on trouve dans les eaux de pluie et que l'on va retrouver au niveau des sols. Donc différents types de minéraux, et puis de l'azote, du phosphore, etc. Tout ce dont elle a besoin pour fonctionner biochimiquement et pour produire de la nouvelle matière.
Donc, bien sûr, on a un lien direct entre atmosphère et puis et sol. Donc, j'ai positionné ici le système racinaire. Donc, on a besoin d'avoir une structure du sol qui convienne en fait à nos plantes. Et puis, bien sûr, on a besoin d'avoir, pour que les réactions biochimiques puissent avoir lieu, on a besoin d'avoir un certain pH au niveau de notre sol, ce qui permettra aux plantes de pousser correctement. Donc chaque plante a ses besoins et donc chaque plante va être adaptée à un type de sol. Prenons l'exemple de l'azote. Les plantes vont absorber de l'azote, elles en ont absolument besoin, par exemple pour construire leurs protéines, pour construire leurs ARN, leurs ADN. Et pour ça, elles ont besoin d'azote disponible. Cet azote disponible, c'est ce qu'on appelle les nitrates, NO3-. Or, ces nitrates, eh bien, il va falloir les fabriquer à partir notamment de l'azote atmosphérique. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible grâce à ce qu'on appelle la fixation de l'azote, la fixation biologique de l'azote, qui se fait par des micro-organismes qui se trouvent dans les sols et qui sont en lien direct avec le système racinaire de nos plantes et qui vont être capables donc de transformer le N2 en NO3- et de rendre disponible l'azote pour nos plantes. Et les plantes ont vraiment besoin de cet azote. Donc il y a des plantes qui vont favoriser cette fixation d'azote. Donc ce seront des plantes qui, à certains moments, au niveau qu'il faudra cultiver dans les champs, à certains moments, pour réenrichir les sols. Et puis il y a d'autres façons d'apporter cet azote, et donc par l'apport de produits externes, produits chimiques comme les engrais ou produits biologiques, produits liés aux excréments par exemple d'animaux, donc par exemple le lisier. La grande problématique de cet apport d'engrais lisier, c'est que cet azote reste bien au niveau du champ et qu'on n'en apporte pas trop, parce que si on en apporte trop, bien sûr, cet azote peut tout à fait être exporté dans d'autres écosystèmes. Donc le deuxième problème, c'est comment avoir un sol équilibré. Un sol équilibré, ça veut dire qu'il faut que les entrées soient égales aux sorties. Alors les sorties au niveau de notre champ, d'abord c'est la récolte qui va bien entendu constituer des sorties importantes à chaque récolte, puisque ce sont des éléments qui étaient dans le sol qui sont exportés. Et puis les sorties, c'est aussi tout le lessivage des sols. Si j'ai apporté trop d'azote, de phosphore, eh bien le ruissellement, et puis que ce soit ruissellement de surface ou de profondeur, bien sûr, peuvent exporter ces éléments vers l'extérieur. Et autre problématique de sortie, eh bien, c'est l'exportation de la terre par le ruissellement de l'eau, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez ici, j'ai un certain nombre de sorties, donc ce qu'il faut que je limite effectivement, c'est tout ce qui est en bas, l'exportation d'azote, de phosphore ailleurs, et bien sûr la perte de la terre. Par contre, pour ce qui est de la récolte, eh bien ici, je vais avoir des sorties obligatoires qu'il va falloir que je compense par des entrées. Donc comment équilibrer les entrées et les sorties? Eh bien, je peux les équilibrer, on a dit, par des produits chimiques. Alors là, attention à le faire de manière raisonnée, de manière à ne pas avoir trop d'entrées pour pas que ça soit exporté ailleurs. Des éléments d'origine biologique, par exemple lisier, fumier, etc. Là encore aussi, des problématiques en fait, si j'en apporte trop, attention à l'exportation. Et puis d'autres cultures qui vont permettre de réenrichir le sol, donc d'avoir des cultures tournantes qui vont pouvoir permettre de redonner au sol les éléments exportés lors de la récolte. Sans oublier bien sûr une nécessité d'aménagement de nos campagnes pour éviter de perdre la terre par le ruissellement de l'eau. Et donc nous allons aborder une troisième problématique qui va être l'écosystème au niveau de nos champs, et nous aborderons la problématique de ravageurs. Donc tout ça, nous le verrons dans une seconde vidéo. À très bientôt.